cette histoire, je l'ai vue au quotidien depuis à peu près 4 ans. Il y aura 4 ans le 21 mai que je souffre de cette histoire donc, qui s'est passée avec la Fortis Bank de Sprimont. C'est une histoire très dure à vivre pour moi. Je quitte le matin, donc je ne dors déjà pas bien la nuit, n'est-ce pas? Je quitte le matin, mais ça me reste toute la journée au quotidien, n'est-ce pas? Ça me repasse dans la tête. Même chez mes clients, je ne sais pas m'empêcher d'en parler, ce que je ne devrais peut-être pas faire, mais il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent. J'arrive chez le client, Monsieur Bengler, comment est-ce que ça se passe avec la banque? Je ne peux pas envoyer les clients sur les rousses. Je sais bien que ce n'est pas mon épouse qui a pris l'argent. Si mon épouse aurait pris l'argent, il y aurait certainement belle lurette que mon épouse aurait mis les voiles, comme on dit. Mais c'est dommage que on m'a fait croire ça pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, j'y ai cru. Alors, quand ma fille est retournée en arrière et que j'ai vu qu'on m'estroquait depuis 94, ça a été la totale. Maintenant, est-ce que je roulerai un jour mon argent? J'espère bien, parce que je me battrai jusqu'au bout pour ça. Ce qu'il y a, il faut le vivre. Comme je vous dis, au quotidien, ben, ça tourne. Ce qui ruine littéralement la vie de M. Charles Bengler paraît impensable, et pourtant la réalité est là. Son argent a disparu, envolé, volatilisé sans laisser de traces. Placé depuis 1979 dans la même agence bancaire à Sprimont, à une vingtaine de kilomètres de Liège, toutes les économies d'une vie de travail ont été détournées entre 1994 et 2004. Par qui? Bonne question. Au départ, affolé et anéanti, M. Bengler a déposé plainte contre son épouse avant de soupçonner certains employés de l'agence. Quand vous travaillez comme ça, vous arrivez quand même un peu à oublier? Oui, quand je suis dans le camion, dans le camion au sol, oui. n'est-ce pas, j'arrive quand même un petit peu à me stabiliser, mais il y a des moments donnés où ça me vient dans la tête et parfois même je me mets à pleurer, je ne cache pas vous dire. Ça me sort... ouais. Tellement ça me tourne de tout ce qu'on a essayé de me faire croire, le mal que j'ai fait à la maison aussi. Parce qu'il ne faut pas croire, j'ai fait du mal au point de vue ménage et tout, n'est-ce pas? Au moment où je fous mon épouse dehors, à cause des gens qui essayent de me faire croire que c'est elle qui a retiré mon argent. Là, c'est une histoire incroyable. Vous vous sentez un peu coupable de ça? Un peu coupable de tout le mal que j'ai fait. Mais même mes gosses, quand mon épouse s'entendait dire, si tu as eu un amour à la banque, ben il faut le dire, maman. Bon, vous comprenez bien maintenant, si le banquier m'aurait dit, j'ai retiré votre argent depuis 96, je fais défaut, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, je n'allais pas déposer plainte contre mon épouse. Moi, le premier jour, je suis sorti de la banque, bon, c'est mon épouse qui a retiré l'argent. C'est ce qu'on m'a fait croire, vous comprenez? Moi, il m'a dit, votre épouse a retiré tout hier. Vous aviez commencé à travailler à quel âge? À 13 ans. À 13 ans? Ouais. Comme quoi? Oh, ben, j'ai travaillé dans une carrière chez André Locqueville à Comblain-au-Pont. On n'avait pas fait des scolarités, alors que voulez-vous? Vous êtes d'une famille de forains? Oui. Donc vous étiez itinérant? Oui. Tout le temps? Et tout le temps changer d'école? Ben, c'est-à-dire on n'allait pas à l'école en hiver, donc quand on rentrait, ben, c'était en 3-4 mois, n'est-ce pas? Et puis alors après, mes parents, alors ils ont vendu leur métier. Et là, on a suivi un peu plus la scolarité. Mais la scolarité, vous savez, bon... Quand on n'a rien appris pendant X années, ben, j'allais à l'école un petit peu pour... excusez-moi l'expression, je me foutais du bazar de l'école. Dans ces années-là, on n'avait pas besoin d'avoir des diplômes comme maintenant. Ce serait maintenant... Oui, bon. Maintenant, bon, moi, je ne cache pas de vous dire, je fais beaucoup de fautes quand j'écris. Je ne suis pas gêné de dire aux clients, ben, vous ne voulez pas marquer votre adresse. Et je trouve qu'il n'y a pas de gêne là-dedans. Et donc vous avez commencé à 13 ans, là vous avez 57 ans. Oui. Donc ça fait quand même 44 ans que vous bossez. Voilà. Ouais. Pour me retrouver... Oui, c'est ça. Ouais. Pour vous retrouver... sans rien. Sans économie. Ouais. Sans économie. À ce stade, 2 questions se posent. Pourquoi M. Bengler ne s'est-il aperçu de rien pendant 10 ans? Et comment a-t-il un beau jour découvert le pot rose?
Et alors ma fille un jour m'a demandé, il dit, papa, est-ce que tu gardes des extraits? Je dis, je garde tout depuis 79, quand j'ai ouvert mon premier livret. Ben, elle me dit, c'est bien ça, où est-ce qu'ils sont? Ben, j'ai dit, ils sont dans le fond de la garde-robe, tout dans les boîtes à suite. Mais il n'y a rien de classé. Alors ma fille, elle a repris mes extraits, elle est venue le lendemain, papa, on nous a pris pour de l'arbeille. Je dis, pourquoi? On te prend des sous depuis 94. Je dis, c'est pas vrai. Et elle me montre un extrait, je lui dis encore, bon, ben non, regarde, il y a 4 entrées, n'est-ce pas? Et mon argent est là. Non, papa, au numéro d'ordre d'opération. Tu as l'opération 20, elle a 17 en dessous. Et normalement, sur l'extrait, c'est 17, 18, 19, 20. Vous êtes d'accord? Et sur ce premier extrait-là, on me prenait 36 000 en 94. Et donc, en fait, votre fille avait remonté dans le temps. Elle a remonté, n'est-ce pas, dans le temps. Et alors, pour voir quand ça avait commencé. Quand ça avait commencé. Et alors, quand elle m'a dit, bah, ça dure depuis 94, moi, premier surpris. Oh, René. Le 11 mai 2004, je devais passer chez l'oculiste et avoir des lunettes, et papa m'offrait ma paire de lunettes. Mon papa a demandé à maman d'aller faire un retrait de 1 000 € à l'agence, et quand il a reçu son extrait de compte, il s'est aperçu que le retrait de 1 000 € ne figurait pas dessus. Donc les 1 000 € c'était pour les lunettes? Pour l'achat des lunettes, oui. Donc cet argent a effectivement été retiré? Ah oui, il a bien été retiré à l'agence. Et lorsque vous recevez votre extrait, il n'y est pas? Il ne figure pas sur l'extrait de compte. Vous avez obtenu le véritable extrait de compte? J'ai demandé à Fortis de m'envoyer tous les duplicata des vrais extraits qui auraient dû nous être mis. Et là, en effet, le retrait de 1 000 € apparaît bien et a été fait le 11 du 5. Et alors, sur l'extrait de compte, on a pu se rendre compte que le solde précédent est supprimé. Et qu'on ajoute, sur le faux, donc. Voilà, sur le faux. Et on ajoute un nouveau solde. On fait miroiter donc à mes parents qu'ils ont 20 000 € sur leur compte, alors qu'en réalité, ils n'en ont plus que 8 000. C'est ça. Et c'était comme ça sur tous les comptes, la différence? Il y avait une différence? C'était énorme, oui. 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 Sur à peu près, je vais dire 150 000 €. Enfin, sur le compte courant, il devait y avoir à peu près 20 000 € et il en restait 4 000 au final, quand on a vraiment découvert l'affaire. Et sur les livrets d'épargne de papa, il devait y avoir environ 100 000 € pour 4 livrets. Et il restait quelque chose comme tout à peine 400 € pour les 4 livrets. Pour les 4? Oui. Là, ça a choqué papa, donc il a téléphoné à l'agence Fortis pour avoir un rendez-vous. Oui. Et quand il a été au rendez-vous, alors Madame Pirlet, la directrice de l'époque, a sorti un historique et lui a bien confirmé que maman avait bien repris les 1 000 € le 11. Donc c'est là que tout a démarré, qu'il a décidé de faire une vérification de ses comptes et qu'on lui a annoncé que ses comptes étaient pratiquement vides. On lui dit ça à la banque? Voilà. Mais là, il ne savait toujours pas que l'extrait était faux, il ne réalisait toujours pas. Donc il a dit à M. Fagnan, qui travaillait à l'époque à l'agence, c'est lui qui lui a annoncé que ses comptes étaient vides, que c'était impossible, qu'il avait des extraits de comptes qui prouvaient le contraire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on lui a répondu à la banque là-dessus? De venir rechercher ses extraits de compte, oui. et de pouvoir... Et c'est M. Fagnan qui a confirmé qu'ils étaient faux. Mais c'est bien gardé de le dire que c'est lui qui les fabriquait. En plus, mon boulot est très très dur. Les tuyaux, il faut 30 kilos. Quand je tire 35-40 mètres de tuyaux et que je fais ça du matin jusqu'au soir, ben, quand je rentre maintenant, n'est-ce pas, avec ce coup-là, eh ben, je me mets dans le divan, je tombe endormi jusqu'à 10 ou 11 heures du soir. Avant, je rentrais, avant d'avoir toutes ces histoires-là, j'allais encore bien voir un match de football. Maintenant, je n'y pense même plus. Les fêtes de fin d'année. Là, pendant 4 ans, je peux vous dire qu'on a passé des fêtes... Non, c'était impensable. Là, ma petite pouce. Là, ma petite chérie. Là. Toutes les accusations contre votre maman, à un moment donné, vous les avez crues? Ça a fait beaucoup de tort, je peux dire que oui. De toute façon, au départ, oui. Quand on a été trouver le banquier et qu'il a annoncé à papa que ses comptes étaient vides, maman n'était justement pas à la maison, elle était partie dans la famille. Et on lui a demandé comment elle avait fait pour vider les comptes. Il a dit, écoutez, je peux pas remonter 15 jours, plus de 15 jours en arrière. Elle a sûrement tout vidé avant de partir, allez vite déposer une plainte. Donc la première chose qu'on a fait, avant de venir voir dans les extraits, c'est d'aller déposer plainte comme quoi elle avait vidé les comptes. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est au départ qu'on disait que j'avais un amant à la banque.
Et vous avez été confronté avec M. Fagnan? Oui, oui. Oui. Et donc il a maintenu ce qu'il avait déclaré à la police en disant qu'il avait fait ça pour vous faire plaisir? Par sympathie, oui. Oui, mais ça, il n'avait pas dit devant moi, là, que c'était pas sympathique. Il avait reconnu qu'il avait fait les faux. Mais il n'avait pas dit pourquoi devant vous? Ah, parle devant moi, non, c'est par après qu'on a appris et que... Oui, ça devant moi, il n'avait pas dit que c'était par sympathie, rien du tout. C'est ça? C'est une sympathie qui a duré longtemps, oui. Oui, quand même, oui. 10 ans. Oui. C'est une belle amitié, disons. Une belle amitié, oui. Et Fagnan, quand vous avez été confronté avec lui, il a reconnu pour une certaine période, ni avant ni après. Non, il déclare avoir fait des faux de 96 à 99. Il ne sait pas qui a fait les premiers faux, il ne sait pas qui les a fait après. Il a d'abord accusé son collègue qui est décédé. Et je me suis souvenu qu'en 2004, cette personne ne pouvait pas avoir fait des faux parce que maman a été hospitalisée en même temps que lui. Et il était malheureusement en phase terminale. Donc cette personne-là n'aurait pas pu les continuer en 2004. Et là, Fagnan a dit qu'il ne savait pas qui avait pris la relève, quoi. Donc ça ferait quand même énormément de personnes dans l'agence à avoir fait des faux, par sympathie, oui. Sans aucune contrepartie, quoi. Au début de l'enquête confiée à la zone de police régionale dite Sekova, Madame Bengler est la seule personne soupçonnée. Unanime, les employés et la direction de l'agence Fortis, ex-générale de banque, déclarent n'avoir rien remarqué de suspect dans le fonctionnement interne de la banque. La Fortis s'en lave les mains, elle finira par exclure les Bengler qui font trop de tapage dans la presse. Pour la banque, les choses sont claires et la directrice de Sprimont va le réaffirmer. Les faux extraits et les retraits d'argent, c'est Madame Bengler, et en tout cas, personne de la banque. Ces déclarations ont été enregistrées. D'abord, on resitue la date. On est à quelle époque? C'est dans le courant du mois de juin 2004. Donc c'est tout au début de l'affaire? Tout au début, oui. Enfin, de l'affaire, de ce que vous avez découvert. Voilà, exactement. Et vous êtes où? À l'agence de Sprimont. J'avais rendez-vous avec la directrice de l'époque, oui. Et j'étais dans son bureau. Vous êtes assise? Oui. D'un côté du bureau? Voilà, elle de l'autre côté. Donc il n'y a personne d'autre? Il n'y a personne d'autre. On est nous deux et mon enregistreur se trouvait dans mon sac. Qui se trouvait sur la table? Voilà, sur le bureau. Et la discussion au début porte sur quoi? Sur les extraits de compte. Oui. J'étais partie, donc j'avais rendez-vous avec elle pour faire une vérification des extraits, pour voir lesquels étaient faux, lesquels étaient vrais. Et je lui pose la question, parce que ma maman a été accusée depuis le début d'avoir pu voler du papier bancaire et d'avoir fait les faux. Oui. Et je lui demande une explication sur comment maman aurait pu faire pour lui dérober du papier. Parce que bon, quand on dit que maman aurait pu se procurer du papier Fortis, c'est quand même du papier qui sort de chez Général. Oui, mais peu importe qui, mais celui qui veut réellement, oui. Elle a l'air de dire que c'est facile. Voilà, elle m'explique que ça peut être très simple de leur dérober du papier. Et donc on lui aurait dérobé du papier et elle ne s'en est jamais rendu compte. Voilà. Donc c'est assez grave quand même pour une banque. Hein. Ce qu'on va entendre maintenant, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une communication téléphonique entre mon papa et la directrice de la banque, toujours. Et là, mon papa lui fait bien confirmer donc, que les faux sont imprimés sur le vrai papier bancaire. Et elle explique que c'est impossible qu'un employé de la banque ait pu faire une telle magouille, que techniquement ce n'est pas possible. Et donc ça se passe à peu près à la même époque que oui, c'est toujours l'enregistrement précédent. Les enregistrements se sont faits dans le premier mois qui ont suivi la découverte de l'affaire. D'accord, on va écouter. Est-ce que vous vous imaginez, n'est-ce pas, quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, presque, pourrait faire une magouille comme ça? Malheureusement, M. Bengler, on voit de tout, donc moi je ne peux pas préjuger de qui est capable de quoi que ce soit, etc. Dans l'état actuel des choses, moi je ne sais rien vous dire de plus. Comme j'ai dit à votre fille, si ce n'est pas votre mère... Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas ma femme, ça je suis certain. Si c'est pas votre épouse pour vous, ce n'est malheureusement pas non plus un employé de la banque parce que techniquement, ce n'est pas possible. Oui, donc ça veut dire, si je comprends bien, que techniquement c'est impossible pour quelqu'un à l'intérieur de la banque, sauf si tout le monde est au courant. Voilà. Mais par contre, pour votre maman, c'est possible. Voilà, pour ma maman, c'est possible. Dérober du papier, falsifier les extraits. Les imprimer. Les imprimer, voilà. Tout ça, c'est faisable pour elle. Alors là, c'est une conversation au téléphone entre vous et l'ancienne directrice de la banque, qui était la directrice à l'époque. Ça se passe après votre venue dans son bureau. C'est ça. On écoute alors sa réponse.
Ma mère n'allait pas au bureau, n'était jamais reçue au bureau. Ma mère venait à l'agence retirer de l'argent sur le compte courant de papa, reprendre les extraits, mais elle n'avait rien à faire dans les bureaux. Hein. Mais j'ai pas dit que c'était votre mère qui faisait les faux extraits, hein. Mais en ce qui concerne les retraits, pour nous, il n'y a pas de doute. Mais si ce n'est pas ma mère qui fait les extraits, c'est de la banque alors. Vous voyez ma maman aller frapper chez le voisin, veux-tu bien me faire des faux extraits? Je ne connais pas le milieu, les connaissances. Mais bientôt, on va passer pour une grosse famille de truands, quoi. On sera tous incriminés, quoi, à la limite. Mais non, le problème, c'est que pour nous, c'est clair, les retraits ont bien été effectués par votre mère. Il y a 10... ce sera clair quand l'expertise graphologique aura été faite. Pour eux, je vais dire 2 ou 3 mois après, on recevait déjà du courrier comme quoi pour eux l'enquête était close, c'était clair. Maman avait retiré l'argent et elle seule savait qui avait fait les faux ou comment elle les avait fait, quoi. Donc l'enquête interne à la banque a complètement lavé de tout soupçon tous les employés. Ah oui, ça a été fait de suite. C'est une enquête un peu rapide puisque... Très. Finalement, il y en a quand même qui ont avoué. Voilà. Après 2 ans et demi, ils sont passés aux aveux. Ils sont passés aux aveux sur le côté... Fabrication des faux, hein. Retrait d'argent, du tout. Donc, personne d'entre eux n'a jamais avoué avoir pris de l'argent. Non. Ils maintiennent ne rien avoir eu, justement. Ouais. Sous la pression des Bingler et de leurs conseils, l'enquête est transférée à la police fédérale, au service judiciaire de l'arrondissement de Liège. L'étau s'est alors resserré. Le 30 mai 2006, plus de 2 ans après la découverte des faits, un membre du personnel, M. Fagnan, reconnaît avoir fabriqué une partie des extraits falsifiés pour, dit-il, couvrir les retraits au guichet de Mme Bingler et la protéger d'un mari violent. Il est inculpé par la juge d'instruction de faux, mais aussi de détournement d'argent, ce qu'il nie farouchement, déclarant n'être pas un escroc. Monsieur Roland, l'employé qui aurait pris part aussi à la falsification, toujours par sympathie, est décédé. Notons que ni la direction de l'agence, ni la Fortis en tant qu'institution bancaire ne sont mises en cause. L'éventuelle responsabilité civile de la Fortis sur ses employés n'est pas soulevée. Le parquet ne poursuit pas. Une part du mystère demeure. Dans l'agence, pas mal de monde était plus ou moins au courant, mais qui a commencé en 1994 et qui a terminé le travail après la maladie et le décès de M. Roland? M. Fagnan reconnaît avoir réalisé 3 faux de 1996 à 1999, alors qu'il est établi par le dossier qu'il y a eu des faux bien avant 1996. Plusieurs dizaines même de faux ont été réalisés en 1994 et en 1995, également en 1996. Après en avoir parlé autour de lui, et il le reconnaît, s'être fait déconseiller ce type de pratique de la part de collègues, il a accepté véritablement par compassion, mais il conteste farouchement tout détournement à son profit, que ce soit en 1996, lorsqu'il réalise ce premier faux, ou que ce soit ultérieurement. N'avez-vous pas l'impression qu'en fait votre client ne devrait pas être le seul appelé à ce procès? Il y a une personne décédée. Voilà, il y a une personne qui est identifiée comme ayant également réalisé des faux, mais elle est malheureusement décédée. Pour le reste, l'enquête n'a pas permis de déterminer ça. Effectivement, les faux commencent en 1994, ils se terminent en 2004. Reste donc pendante la question qui a commencé en 1994 et qui a terminé jusqu'à ce que pratiquement les comptes de M. Bingler soient vides. Effectivement. Il y a une réalité objective, c'est qu'il y a d'autres personnes que M. Fagnan qui ont dû intervenir, puisqu'effectivement, il y a des faux qui sont réalisés, par exemple en 2000, alors qu'il est en incapacité de travail pour plusieurs mois à la suite d'un accident de roulage. Donc nécessairement, postérieurement, il y a eu d'autres interventions, mais mon client ne sait pas s'expliquer sur ces autres faux. L'argent volatilisé. Donc 150 000 €, disons en gros, oui. qui ont disparu. Qui ont disparu. Et tout ça par petits retraits réguliers de variant de 10 000 francs à 15 000 francs. Est-ce que sur la fin, on n'allait même pas chercher de l'argent sur le compte à vue? Si, sur le compte à vue, pour pouvoir payer les intérêts. Parce qu'on continuait depuis, je pense, les années 2000, les livrets de papa sont vides, mais on continue malgré tout de lui payer des intérêts. On fait de faux extraits de compte, on lui fait croire que son argent est là,
et on lui remet quand même chaque mois de janvier sa somme d'intérêt. Mais là, on va la puiser sur le compte à vue, puisqu'il n'y a plus d'argent ailleurs. Donc quelqu'un fait le calcul plus ou moins de ce que le soi-disant capital, mais qui n'est plus là, devrait rapporter. Voilà. Et ça, votre papa le touche. Et ça, il le touche. Et le calcul a été recalculé et a été calculé correctement par rapport aux primes d'accroissement de l'époque, etc. Donc, ça, il le touche, mais avec son argent. avec son propre argent. Donc, oui, c'est ça. Il y a une espèce de circuit fermé, c'est votre... Voilà. Un compte qui paye Voilà. l'autre. Voilà. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Ah ben de toute façon, on allait découvrir l'affaire, puisqu'il ne restait plus grand-chose sur le compte à vue non plus, quoi. De toute façon, on arrivait au bout de... Il suffit que papa ait un problème avec son camion et doive retirer une somme un peu plus conséquente et il découvre qu'il n'a plus suffisamment d'argent. Le stress, le ressassement obsessionnel, la suspicion et les doutes, tout cela rend littéralement malade. Madame Bengler a fait un infarctus et est sous traitement. Son mari, lui, est victime d'accidents vasculaires cérébraux. J'ai quand même fait 2 fois un petit début de thrombose à cause de cette histoire-là. Et alors, je voyais tout en dénivellation. Le jour où ça arrivait, j'ai dû crier après mon épouse, « Evelyne, viens un peu, qu'est-ce qui se passe ?» J'étais calé dans les escaliers, n'est-ce pas, et je n'osais plus avancer. Alors elle m'a conduit à la clinique, n'est-ce pas, et on m'a gardé 29 jours au brouillard. J'avais perdu 15 kilos. Je les ai repris. Je ne cache pas de vous dire, depuis que les banquiers ont avoué, là je me suis senti nettement mieux. Parce que si les banquiers n'auraient pas avoué, ben là, j'étais très mal. Hein. Vu que j'avais été déposé plainte contre mon épouse, j'ai foutu mon épouse 2 fois dehors. Bah, sur 2 ans. 3 fois elle est partie d'elle-même. Puis, bon, après un mois, ben, mon épouse me demandait pour rentrer et je la laissais rentrer. Parce que j'avais énormément plus de peine d'avoir agi ainsi. Je n'aurais pas dû. Quand M. Fagnon a annoncé à papa que c'est maman qui avait vidé ses comptes, ça ne lui a pas fait tilt de suite. Mais après quelques mois, il m'a dit « Écoute, je suis persuadé de ne pas avoir donné procuration à maman sur mes livrets. Sur mon compte courant, oui, ça j'en suis certain. » Donc on s'est battu là également pour avoir cette procuration. Et là aussi, c'est un gros faux. Donc voilà, vous pourrez constater, ceci, c'est le numéro de compte à vue donc, de mes parents. Mon papa signe bien, ma maman signe, Monsieur Fagnon. Ici, donc, on ajoute qu'elle a une procuration. C'est fait à Sprimont, mon père signe, ma mère signe. Donc tout ça toujours pour le compte à vue. Oui. Il y a une première date difficilement lisible, le 6 du 8 90. Et puis on ajoute un cachet, le 10 du 11 1994. Et c'est en 94 que débutent les premiers faux extraits. Et alors on ajoute une 3e page avec les livrets d'intérêt. On en met 3 alors que mes parents en ont 4. Mon papa ne signe pas, ma maman ne signe pas, ce n'est pas daté. Et là, c'est la personne décédée qui appose sa signature. Mais alors, comment expliquer alors que votre maman a pu retirer, comment explique-t-il que votre maman a pu retirer de l'argent pendant aussi longtemps? C'est parce qu'elle avait une procuration, c'est voilà, ça? Voilà, c'est leur explication, quoi. Si vous comparez cette signature-là avec toutes les signatures que Madame Bengler a tracées chez moi à des moments différents, c'est la même chose. Devant moi, mais vous voyez bien que c'est la même chose. Madame Bosman, c'est graphologue. La famille Bengler l'a contactée pour qu'elle expertise légalement les quittances des retraits guichets et leurs signatures. Impossible. Vous voyez qu'elle est
toujours constante dans ce qu'elle fait. Et donc vous avez comparé systématiquement... Voilà une authentique. Vous voyez ici, regardez, quand vous regardez une qui est authentique, ici, qu'on sait qui est authentique, vous voyez que chaque fois, comparée avec celle qu'elle a faite sans savoir ça, sans se souvenir de ça, etc., vous voyez que c'est chaque fois la même chose. Quand elle signe, elle lève toujours la plume au même endroit. C'est ça. Elle fait toujours ses lettres de la même manière, puisqu'elle ne connaît que quelques formes. Enfin, indépendamment de la forme des lettres ou des espacements, dans une analyse graphologique, est-ce que vous dans une tenez expertise, est-ce que vous tenez compte aussi, par exemple, de la force c'est pour ça que je dois voir les originaux, hein, bien sûr. Je dois voir l'impact, je dois voir où elle appuie, si elle appuie bien sur les pleins, ou si elle appuie entre les lettres, ou si elle appuie pas. Ça c'est excessivement important. Et le micro... Mais ça ne le rend pas. Ça ne le rend pas. Vous ne voyez rien, là, vous n'avez pas de nuances. Je dois, sur les originaux, je dois voir les nuances. Je dois voir les nuances, je dois voir les levées de plumes, je dois voir comment elle s'y reprend, etc. Vous voyez ? Et ceci, en fait, le fait d'avoir eu que des microfilms, ça rend votre travail impossible. Ah bon, je ne travaille pas là-dessus. Et en plus, sans valeur juridique. Mais ça n'a pas de valeur juridique. Moi, je ne travaille pas là-dessus, je n'affirme pas des choses que je ne peux pas prouver 100%, quoi. Mais ça vous arrive souvent qu'une banque ou quiconque ne vous envoie pas les originaux? Jamais. Ça n'est jamais arrivé? Ce n'est jamais arrivé. Et alors, que ça soit chez Fortis, que ça soit chez ING, que ça soit chez ING à Anvers, à Bruxelles, à Liège, n'importe où, que ça soit au Luxembourg, jamais on ne m'a refusé. C'est la seule fois. Seule fois de votre carrière? La seule fois de ma carrière. Vous voyez, lorsqu'on observe les différents extraits, eh bien, j'ai des impressions qu'il est bien possible que sur certains documents, la signature n'est pas de Madame Bengler. Si ce n'est pas elle, je trouve que ça vaut au moins la peine, dans un cas pareil, de le savoir. Bien, dans cette histoire, vous êtes le conseil de Madame Bengler. Lorsque Monsieur Bengler découvre la fraude, qu'on lui a vidé tous ses comptes, il dépose plainte contre son épouse, Madame Bengler, que vous défendez. Exactement. Est-ce que c'est cette plainte-là qui court toujours aujourd'hui? Oui, c'est les conséquences de cette plainte, puisque cette plainte va connaître une mise à l'instruction, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction est chargé de mener l'enquête. La juge d'instruction, dans le cas d'espèce, va mener son enquête à terme, et au final, la chambre du conseil qui est amenée à statuer va renvoyer Madame Bengler devant le tribunal correctionnel, non pas pour avoir fabriqué des faux, les faux extraits dont nous parlons, mais plutôt pour avoir utilisé ceux-ci et détourné l'argent de son mari. Je pense que la chambre du conseil a voulu laisser le débat ouvert. Vous savez que dans le dossier, nous avons d'une part Madame Bengler qui dit « Je suis étrangère au détournement ». Nous avons Monsieur Fagnan qui dit « J'ai fait des faux, mais je n'en ai pas profité. Cet argent a été remis à Madame Bengler. » Et je pense que la chambre du conseil a voulu laisser le jeu ouvert en laissant soit au tribunal correctionnel d'apprécier et en renvoyant devant lui les deux protagonistes. Est-ce qu'on peut dire que, au vu de ces agissements, la Fortis en tant que telle est civilement responsable de ses employés? Personnellement, je le pense totalement. Pourquoi? Parce que nous sommes face à des banquiers qui, donc, ont la confiance du public, la confiance de leurs clients, qui reçoivent des fonds. Il y a tout un mécanisme dans chaque banque qui est mis en place pour délivrer les fonds aux seuls titulaires du compte et aux personnes autorisées. On est passé outre. On a mis un système en place pour faire des faux. L'argent a disparu. On ne sait pas dans quelle poche il se trouve. Mais au-delà de ces problèmes d'individus qui ont perçu éventuellement les fonds, ou en tout cas qui ont permis leur sortie des comptes de M. Bengler de façon illicite, il y a toute une série de personnes dans ces agences qui étaient au courant. Le système de contrôle interne, la direction n'a pas fonctionné. Et je trouve cela presque plus grave que l'agissement d'un ou deux individus qui auraient pris les fonds.
Parce que quand tout le monde sait dans une agence qu'on y fait des faux, je pense que c'est toute la crédibilité de l'agence qui est alors ébranlée et pas seulement l'agissement d'un individu. Et à mon avis, ceci fonde assurément la responsabilité civile de Fortis. Si Fortis paye avant le procès qui normalement devrait avoir lieu, ça change quelque chose? Pour ma part, rien, puisque Mme Bengler est poursuivie au pénal et va devoir se défendre au pénal. Pour M. Fagnan, qui est le coprévenu, rien, puisqu'il est également poursuivi au pénal et qu'il devra de toute façon rendre des comptes comme ma cliente, et les responsabilités pénales seront tranchées. Dans l'attente de l'audience en correctionnel où l'employé M. Fagnan et Mme Bengler doivent comparaître, la vie continue. Et puis, coup dur. Fixé au 17 janvier 2008, l'affaire est reportée au 15 mai. Ça va un petit peu mieux, on se réjouit, puis de baf, on a la catastrophe, c'est reporté. Parce que moi j'en ai marre. Ça fait 4 ans que ça traîne, ça commence à devenir un peu long là. Que les choses aillent plus vite et qu'on va rechercher le coupable maintenant. Parce que j'ai été salie assez. On m'a sali assez. Et depuis 4 ans, je ne le reconnais plus. Moi, je dis, il est devenu fou, après, c'est tout. Et je pense qu'il ne reviendra jamais comme avant. J'appelle ça de la folie. Il m'appelle parfois à 7h du matin. Ça lui arrive de m'appeler la nuit. Et de me dire, tu sais, j'ai refouillé. Et si on allait redire ça, et si on essayait de faire ouvrir l'enquête, et il est tout le temps... Le stress. Depuis le début, c'est Mme Bengler. Même pour les gendarmes des ouais, c'était moi. Depuis le début, c'était Mme Bengler. Et moi, on m'a mis 2 fois les menottes. Ça, c'est resté là, hein. Je crois qu'il se sent humilié parce que pour lui, il a été le pigeon. Et c'est l'humiliation que ça lui a fait. Ça a touché vraiment son amour-propre. Et je ne sais pas s'il arrivera vraiment à remonter la porte. Depuis quand connaissez-vous monsieur Je connais M. Bengler depuis les années 85. On s'est rencontrés dans les chanteries de Pinson, où on allait 3, 4 fois, 5 fois la semaine. C'était vraiment notre passion. Est-ce que c'était quelqu'un plutôt joyeux et qui avait bon vivre? Ah oui, absolument. Alors là, plus que ça encore. Hein. Oui, absolument. Ah oui. C'est quelqu'un qui aimait bien boire un verre, discuter, rigoler. Ah oui, on restait toujours les 2, 3 derniers là au comptoir. Pas qu'on remenait carré. Mais on restait les 2, 3 derniers au comptoir et on parlait pinceau, quoi. Tout le temps, il venait ici, j'allais chez lui. Maintenant, c'est beaucoup moins. Je le vois tous les mois et demi, tous les 2 mois. Et vous ne parlez plus des pinceaux? Pratiquement plus. Pratiquement plus. Avant, quand il allait chez lui, c'était directement dans ce jardin derrière. Il me montrait les pinceaux nouveaux. Ça, c'est un nouveau. Regarde-le comme il est beau. C'est fini. Fini, ça? C'est fini. Et il vient de temps en temps ici, chez vous? Il est venu la semaine dernière encore, mais il y a longtemps qu'il n'était plus venu. Et ça se passe comment quand il vient, madame? C'est comme avant? Non. Non, c'est plus comme avant, non. Non. C'est-à-dire, il est... Ben, il ne rit plus comme avant, rien du tout. Non. Avant, il aurait fallu le mettre dehors. Mais maintenant plus, il ne veut plus rester, rien du tout. Il discutait de l'oiseau, il discute encore de l'oiseau. Attends, Maintenant, non. Non, parce qu'il ne veut plus rester nulle part maintenant. Il veut retourner tout de suite. Ah oui. On dirait qu'il ne s'amuse plus nulle part. Non, pas du tout, non. Il a encore un petit peu aux chanteries de Pinceau l'année dernière et il m'a dit que cette année-ci qu'il n'irait même pas. Donc, il est dégoûté de tout, quoi. Hein. Ce qu'il a changé physiquement? C'est très fort. C'est très fort. Très fort. Il a vieilli. Pareil qu'il a pris 10 ans sur les 4 ans. Il a pris 10 ans. Facilement. Et Mme Bengler, vous la connaissez aussi? Oh oui, oui. Elle aussi, elle a quand même maigri, non? Ah là là. Ils se sont quittés, en plus, ces gens-là, ils ne se disputaient jamais, ils étaient toujours ensemble. Toujours de bonne humeur.
Ils se sont disputés, elle est repartie chez un beau-frère, une belle-sœur. Elle se mariait dans la famille tout le temps. Et avec les enfants aussi, alors, bon, les enfants, ben, ça se mêle toujours. Et voilà, ça c'est un petit peu tournovillec. Maintenant, ça a l'air d'un petit peu... un petit peu de se relever, mais il faudrait que ça ne dure plus trop longtemps, parce que... C'est incompréhensible. Il m'a raconté cette histoire-là, tout en travaillant, en faisant son boulot. Et dans quel état il était? Oh, effondré, attristé. Je voyais bien, rien n'allait bien. Je lui ai demandé s'il était, en fin de discussion, je lui ai demandé s'il était sûr de son épouse. Là, il s'est fâché. Il a remis tout son matériel dans son camion. Il a redémarré sans se faire payer. Je l'ai payé par après. Nous nous sommes revus quelques mois après. Et depuis lors, je ne comprends pas pourquoi Fortis n'a pas réagi beaucoup plus vite pour arranger l'affaire. Parce que, en finale, je suis certain que Fortis devra non seulement rembourser M. Bengler, mais devra lui payer des intérêts. La santé de M. Bengler en a pris un coup, celle de son épouse en a pris un coup aussi. Il a été déshonoré, donc automatiquement, pour moi, ça va leur coûter beaucoup plus cher que ce que ça m'aurait coûté au départ. C'est du mépris. Moi, pour moi, M. Bengler est, entre guillemets, un quasi-analphabète, son épouse aussi, et finalement, pour des gens comme la Fortis, ça ne les intéressait pas. Mais ça va les intéresser, ça va leur faire une contre-publicité formidable, parce que je suis certain que M. Bengler doit gagner dans cette affaire-là. Ah, ça met quand même un peu en doute la confiance qu'on peut avoir dans sa banque. Oui, mais c'est une leçon que je connaissais avant le cas Bengler. Vous avez, là, personnellement, la confiance qu'on peut avoir dans sa banque ou dans des banques, une histoire personnelle, je sais que ma banque peut un jour me jouer un tour phénoménal, un point c'est tout. Je suis d'ailleurs mes comptes. Je téléphone à mon banquier, c'est-à-dire via mon téléphone, tous les jours, monsieur Michaud, pour être certain qu'on n'enregistre pas une opération que je ne connais pas. Ça énerve assez bien mon épouse, d'ailleurs, de me voir téléphoner tous les jours. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher, depuis que monsieur Bengler m'a parlé de ça, de m'informer journellement. Ah, monsieur Bengler, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va, tant que bien que mal. Hein. Ben oui, je m'en doute. N'est-ce pas? Et Il y a des finalement, hauts et des bas. Ben oui. Il y Et a des hauts et des finalement, bas. est-ce que ça commence à s'arranger tout doucement? Ben, il faut qu'on attende la première audience. Et c'est je quand? peux avoir, le 15 mai. Ah, le 15 mai. Le 15 mai. Et votre avocat, c'est qui? Ben, toujours maître Julien Pierre. Monsieur Bengler était venu pour faire un petit travail ici chez mon voisin. Et puis alors, moi je suis sortie, j'ai aperçu monsieur Bengler assez énervé, excité. Puis alors mon voisin m'a appelé, alors il m'a demandé, ne saurais-tu pas faire quelque chose pour monsieur Bengler? Pourquoi vous travaillez où? Moi je travaille au tribunal du travail de Liège. D'accord. Mais bon, ce n'est pas à ce niveau-là. Je veux dire, j'ai pas mal de connaissances, parce que bon, je suis quelqu'un comme d'assez connu. Connaissance politique, vous voulez dire? Connaissance politique, oui, hein, voilà. connaissance politique. Oui. C'est pour ça que je me suis permise de prendre rendez-vous chez M. Alain Okelins Oui. pour expliquer la situation de M. Bengler, parce que bon, monsieur était vraiment déprimé et que je trouvais quand même bizarre que ce dossier traînait autant de temps, quoi. Mais alors, une quinzaine de jours après la visite chez M. Okelins, le dossier de M. Bengler a été débloqué. Moi, je dis toujours les choses telles qu'elles sont, parce que moi, je vois bien où je travaille, au tribunal du travail, où c'est un tribunal très très bien tenu.
Ce n'est pas le cas de tout le monde, je le dirais. Parce que là, moi où je travaille, je peux dire que les gens ne sont pas corrompus. Mais je ne dirais pas ça pour toutes les juridictions. J'en sais quelque chose. Moi, j'ai vécu une injustice aussi, donc j'en sais quelque chose. Mais ici, avec le dossier de M. Bengler, j'estime que quand même 3 ans, c'est long. Avec le dossier que monsieur a toutes les preuves au plus. Donc, je ne vois pas pourquoi on fait traîner ce dossier. Veut-on protéger quelqu'un encore une fois de plus? Peut-être bien. Je ne peux pas l'avouer, mais bon, j'en ai pas la preuve. Mais je trouve ça bizarre quand même, dans la situation que M. Bengler se trouve, qu'on devrait quand même un peu activer, même au niveau justice et au niveau de son avocat. J'espère quand même que Maître Julien Pierre prend quand même ça sur le côté humain aussi, quoi. Hein. Donc, si j'ai bien compris, Monsieur Bengler, nous sommes donc aujourd'hui le 12 mars 2008. Et jusqu'aujourd'hui, vous ignorez toujours si la Fortis a été assignée ou non par votre avocat. Pour moi, ça n'a pas été fait. Et vous avez une explication l'explication, on ne me la donne pas. On ne me donne pas d'explication. Moi, je voudrais bien. Ma fille a écrit une lettre, et voilà, je voudrais bien que Fortis soit assignée. N'est-ce pas? Fortis, au moment où elle va être assignée, et qu'elle va être au courant du dossier, et que 3 ou 4 personnes savaient qu'on faisait des faux, et qui n'ont rien dit, ben je trouve que c'est aberrant. Si la Fortis n'est pas assignée, elle ne donnera pas un franc. Bien d'accord. Oui, qui va payer alors? Ben je suppose qu'à la première audience, ici, on va assigner Fortis. Parce que ce n'est pas M. Fagnon qui va payer 250 000 € et elle reste. Ah oui, bien sûr, oui. Mais, M. Bengler, excusez-moi, mais qui doit assigner la Fortis? Normalement, c'est Maître Julien Pierre. Et qu'est-ce qu'il attend? Il a dit qu'il avait 9 jours avant l'audience pour le faire. Mais s'il assigne Fortis 9 jours avant l'audience, ben moi, je me mets dans la tête que mon dossier va être remis. Parce que la Fortis ne sera pas au courant du dossier. L'audience va être reportée, hein, M. Bengler. Et pourquoi est-ce qu'il attend autant de temps pour assigner la Fortis, Maître Julien Pierre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur Bengler. Bonjour, monsieur. On veut dire enfin. Espérons-le. En fait, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer. Je ne sais pas très bien. Ben, mon avocat, je n'ai pas eu contact avec lui. Je n'ai pas eu contact. Certainement, il n'a pas voulu m'ennuyer, vu les ennuis de santé que j'ai eu ici il y a à peu près un petit mois d'ici. Alors, je n'ai eu aucun contact avec mon avocat. De toute façon, je crois que tout va bien se passer. Nous avons tous les éléments pour... Vous allez pouvoir vous expliquer aujourd'hui? J'espère bien, si on me donne la parole. Je crois que l'important, c'est de déterminer la responsabilité de la banque elle-même. Et donc, j'ai mis la banque à la cause. Et il appartiendra au tribunal, bien sûr, de vérifier si les conditions de civilement responsable de la banque sont réunies. Je le crois, voilà. Est-ce que vous pensez que la Fortis va demander le report aujourd'hui? Je ne sais pas. J'ai eu des contacts, en tout cas, avec leur avocat. Maître Kersten, et en principe tout le monde est prêt aujourd'hui pour plaider. Donc, en tout cas, M. Bengler souhaite avancer, lui, parce que ça fait longtemps qu'il est privé de ses deniers. Diable, cet argent, il a quand même bien dû atterrir dans les poches de quelques-uns ou de quelqu'un, je ne sais pas. Voilà. Et alors, bon, l'épouse de M. Bengler dit, ce n'est en tout cas pas moi qui ai retenu cet argent dans mes toutes petites poches, avec mes tout petits besoins limités. Écoutez, on va attendre le résultat. On va attendre, voilà. Vous comme moi. Oui, voilà. C'est remis au neuf. Oui, j'ai vu. Déçu. Déçu. Bon, oui, je suis déçu là parce que
Là, on me conduit vraiment. On essaye vraiment de me foutre les quatre fers en l'air. Et c'est remis pour quelle raison? Parce que l'assignation a été. Contre la Fortis a été trop tardive. 9 octobre, ça va. Disons que moi, ça me permettra peut-être de prendre utilement contact avec l'avocat de la banque et peut-être d'essayer de régler ça amiablement entre nous. Oui. C'est très surprenant, mais Fortis n'a même pas le dossier répressif. C'est d'ailleurs anormal, sincèrement. Et moi, je ne vais même pas, je ne vais même jamais à la banque. Parce que Fortis est Jamais, d'office. jamais, je n'y mets jamais les pieds, que pour une signature de prêt. C'est tout à fait inhabituel que je doive mettre moi-même à la cause. Fortis, parce que normalement, le parquet, en sa qualité de partie publique poursuivante, met à la cause le civilement responsable. Donc le dossier a été... Pour vous, il n'y a pas de doute, la Fortis est civilement responsable de ses employés. Nous sommes dans le cadre d'un contrat d'emploi. Par conséquent, c'est la loi incontournable. Je crois d'ailleurs que Fortis ne contestera même pas. Je crois que Fortis va plutôt contester le quantum du préjudice, mais pas le principe. Et là où on met le couteau sur la gorge. Si je vais en faillite, c'est quelque chose que je ne supporterai pas parce qu'on m'a fait défaut pendant 10 ans. Il n'y a aucune raison. Aucune raison, sincèrement. Donc, oui, donc vous avez je vais prendre contact avec Maître Kersten. Et sincèrement, moi, je vais le faire dès aujourd'hui d'ailleurs. Vous pensez qu'un règlement amiable... Je vais essayer d'obtenir un règlement amiable de Fortis plutôt que de devoir se débattre sur des évidences ici. Il y a longtemps que ça traîne. Ça devient très long, hein. Maintenant, vous allez encore passer des vacances là-dessus. Oui. Hein? Avant les vacances, maître Julien Pierre parlait de règlement à l'amiable. La réponse de la Fortis, dont l'avocat n'a pas souhaité s'exprimer publiquement jusqu'ici, arrive sous forme de lettre. Donc voilà. Donc ça, c'est une lettre de maître Kerstens, oui. Kersten, donc. Kersten, oui. Donc il s'agit d'une lettre de l'avocat de la Fortis, envoyée à votre avocat, maître Julien Pierre. Fortis Banque ne marque pas son accord d'indemniser amiablement M. Bengler par suite des retraits qui ont été effectués par son épouse, Mme Holzheimer, qui avait reçu de M. Bengler procuration sur les comptes litigieux. À propos de la réalité de ces procurations, Fortis Banque se réfère à la déclaration de M. Bengler le 9/6/2004 qui indique « Je soupçonne mon épouse d'avoir vidé mes comptes bancaires avant son départ. Elle avait procuration sur mes comptes. » Il paraît inexact de soutenir que la procuration donnée par M. Charles Bengler à Mme Holzheimer se limite à un compte épargne. Oui. Donc ça veut dire que pour lui, vous avez bien donné procuration à votre épouse sur les comptes épargne. Jamais sur le côté épargne. D'ailleurs, il n'y avait que les comptes courants qui étaient repris et le nouveau feuillet qu'on a mis, il y avait 3 comptes d'épargne qui étaient repris. Le premier livret qui avait été ouvert en 79 n'y stipulait même pas et les feuillets ne sont pas signés de moi ni de mon épouse. Et en plus, cette procuration est falsifiée le 10/11/94. Difficile pour moi encore de revenir sur ces histoires-là en essayant de me faire croire que c'est mon épouse qui a vidé mes comptes et que les banquiers ont fait des faux par sympathie. 2 personnes qui faisaient des faux, qui réalisaient des faux et 3 personnes qui le savaient. Et donc en fait, Fortis Banque, lors de la prochaine audience, va déposer un acte de constitution de partie civile, donc la Fortis, à l'encontre des parties poursuivies, c'est-à-dire contre votre épouse et contre M. Fagnan. Oui. Pour toute condamnation qui viendrait à être prononcée à charge de Fortis Banque sur pied de l'article 1384 du Code civil. Donc voilà, vous vous retrouvez là, manifestement, devant une position, je dirais, intransigeante de la Fortis. De la Fortis. Qui ne veut pas de règlement à l'amiable et qui considère que, effectivement, votre épouse avait procuration sur les comptes et que c'est votre épouse qui a retiré l'argent ou, à défaut... Mais si mon épouse aurait eu procuration, les banquiers n'ont pas besoin de faire des faux. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, il viendra un jour où ça pètera le feu, il n'y a rien à faire. Il va falloir que ça pète, cette histoire-là, n'est-ce pas?
petites saucules, là, ce sont des poules qui pondent des œufs verts. Vous avez jamais vu ça? La coquille verte. Présenter ma petite famille. Oui. Le jaune, c'est Filippo. Le noir, c'est Thomas. Et le gris, c'est Lucas. Ne riez pas, ce sont les noms de mes petits-fils. C'est le 9 octobre maintenant. Enfin, que voulez-vous? On espère bien récupérer. Moi, tout est foutu. Tout, même mon ménage, moi. Tout, je vous le jure, tout. Même moi envers mes gosses, envers mon mari, tout. 31 ans de bonheur et 4 ans de calvaire. Ah oui. Ce n'est plus pareil, non. Mais si vous gagnez? Ce sera dur, savez-vous. Oui, même si vous gagnez? Ah, remonter ce que j'avais. Oui, ah oui. Parce que l'amour que j'avais pour mon mari, je crois que je n'aurais jamais eu plus. Non. Alors, y a-t-il éventuellement d'autres mises? Alors, nous allons commencer par un dossier détenu. Parce que il y a 35 ans que je vis avec mon épouse et je sais que c'est pas mon épouse qui a écrit les règlements. S'il y a des compléments d'enquête, s'il s'avère qu'il va y avoir des compléments d'enquête, on arrivera à prouver celui qui a continué par après. Parce que ne vous tracassez pas. Je ne suis pas un con, j'ai été piégé comme un chien de faïence. On m'a fait défaut pendant 3 ans où ma femme avait procuration sur le compte courant. Donc il n'y avait déjà pas besoin de faire défaut. Je dois faire avec l'un qui est la nôtre et avec vos exigences au niveau de vos agendas. Est-ce qu'on pourrait éventuellement veiller à tout décommander la semaine prochaine et à prendre ce dossier, parce que j'ai besoin qu'on apprenne dans ce dossier aux aliments. Donc nous allons le reporter à la semaine prochaine, 9h du matin, dans cette même salle. Je veille à ce que tous les autres dossiers, excepté les dossiers détenus, soient décommandés pour que nous disposions de notre matinée. Éventuellement, si nous n'en avons pas terminé à cette audience de la semaine prochaine, le dossier sera mis en continuation à la semaine qui suit pour réquisition éventuelle et plaidoirie la semaine suivante. D'accord? Je vous remercie. C'est parti là. Voilà. Une fois que la roue est démarrée, au moins là, ça va tourner. Ouais. Bonjour, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Alors, Alzheimer, Evelyne. Approchez. Fagnan, Luc. Approchez. Mettez-vous devant vos avocats respectifs si vous voulez bien. Bingler, Charles. Lors de l'audience, la stratégie de Maître Rodins et Maître Pierre consiste à démontrer qu'il était impossible à Madame Holzheimer-Bingler de monter une arnaque de cette ampleur, et d'autre part de suggérer qu'il y eut au moins collusion au sein de l'agence Fortis de Sprimont. Ils mettent en exergue que, contrairement à ce qui a été affirmé à M. Bingler, la banque n'a jamais effectué d'enquête interne.
Face aux hésitations et atermoiements de M. Fagnan, l'objectif est atteint. La présidente demande l'audition comme témoin sous serment d'autres employés de la Fortis pour connaître leur rôle exact dans cette histoire. Une autre affaire commence peut-être. Donc on se revoit le 16 décembre. À cette date-là, nous aurons une série de témoins à entendre sous la foi du serment. Ce ne sera pas dans cette salle, mais dans l'autre salle au fond. Donc vous reviendrez 9h du matin le 16 décembre. Là, je suis content. Voilà, donc voilà le devoir d'information complémentaire. C'est un peu ce que vous espériez. C'est tout à fait ce qu'on espérait, dans la mesure où le parquet était fidèle à sa logique et à sa thèse, qui est une thèse qui n'avait plus évolué depuis un certain temps, on l'a compris lors des débats. Le procureur l'a exposé lui-même qu'il se tenait à la thèse du PV de sa thèse, mais au fur et à mesure des déclarations, notamment de Mme Holzheimer, qui était très parlante sur certains aspects et qui était criante de vérité, d'autre part, les déclarations de M. Fagnan, qui lui était chaque fois en retrait, il apparaît que maintenant la thèse qui est celle de la défense, qui est celle d'une collusion plus large au sein de la banque, est en train de voir jour, et dès lors, on n'est plus à une thèse est-elle la bonne, on est laquelle des deux choisir, et il faut choisir parmi celles-là, et c'est impossible dans l'état actuel, donc il faut maintenant que nous puissions examiner plus avant les choses et entendre les gens qui ont parlé, pour savoir ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas, ceux qui ont peut-être fait quelque chose et pourquoi ils se sont tus, pourquoi ils se sont vraisemblablement concertés pour faire des déclarations. Donc ça c'est important et on les entendra sous la foi du serment. Le premier faux qu'on m'a fait en 94, on prend 36 000. Le deuxième 16 000, le troisième 10 000. On fait ça pendant 3 ans. Donc les petits ruisseaux, il faut les grandes rivières, vous comprenez bien. Et moi je ne sais toujours pas combien on m'a pris. Et des noyés au bout du compte. Alors non, oui, puis on vite mes livrets. Et le pire de tout, au moment où mes livrets sont vides, ben là on me paye mes intérêts. Arrêtons de rigoler. Au moment où j'ai Madame Piret à la banque. Vous téléphonez demain, vous prenez rendez-vous. Vous venez avec vos extraits. Ok. Et avec les lettres que vous aviez aujourd'hui. Oui, les lettres, je les ai ici. Salut, monsieur Bouillet.